Et puis alors j'ai la chance de recevoir ce matin une auteure, la rabbin Delphine Horviller. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je dois vous appeler Delphine Horviller ou vous préférez Sylvia Stallone ou Jeanne Wayne? Parmi tous des pseudos possibles. Non, Delphine, ça ira. Ça fait partie des quelques-uns des pseudos que vous vous êtes inventés après le 7 octobre. Vous racontez dans votre livre comment ça va pas, que des policiers vous ont recommandé de prendre des précautions. Oui, alors je le dis maintenant avec humour, on en rit, effectivement on en plaisante, et c'est le choix aussi dans mon livre d'avoir une certaine distance, un regard un peu humoristique, mais sur une situation qui est assez tragique pour beaucoup de gens. C'est vrai qu'après le 7 octobre, beaucoup de gens autour de moi, dans ma famille, dans ma communauté, se sont posés des questions pour leur sécurité, la sécurité de leurs enfants. On a assisté, voilà, les gens le savent, à une explosion de 1000% des actes antisémites qui a conditionné un certain nombre de changements d'attitude assez terrifiants auxquels on ne s'attendait pas. Donc on vous a dit de ne pas commander un taxi avec votre vrai nom ou même le changer sur la boîte aux lettres. C'est quand même symboliquement très dur, ça, de changer son nom sur une boîte aux lettres. Oui, c'est assez fou d'en parler. Je me rends bien compte, même en témoignant, qu'il y a presque quelque chose d'un peu impudique ou obscène à en parler, parce que les gens se disent, il y a plein de gens qui souffrent, qui ont des situations compliquées dans notre société. Donc moi, j'ai simplement voulu témoigner de ce que beaucoup de nos concitoyens vivent. Effectivement, moi j'ai eu à plusieurs reprises ces dernières semaines des gens qui sont venus me conseiller de changer de nom quand je commande quelque chose, quand je commande un taxi, quand je fais attention, quand je prends le métro, parce que il y a voilà cette menace-là, assez impensable et indicible en 2024. Un jour, vous avez même demandé à votre fils d'enlever l'étoile de David qu'il porte autour du cou, et il a refusé, ce qui vous a rendu très fier. Oui, parce que en fait, c'était évidemment une demande de mère juive, un peu caricaturale. Peut-être j'étais angoissée, comme beaucoup de mamans, pour la sécurité de mes enfants. C'était après le 7 octobre, et puis ces semaines où on a entendu, je me souviens par exemple ce moment où on a entendu dans le métro parisien de chanter des chants nazis par un groupe de jeunes, et tout à coup, comme mère, vous vous demandez à quoi vous exposez vos enfants. Et j'ai demandé ça à mon fils qui a refusé, et c'est la force de la jeunesse, peut-être d'avoir une conscience un peu différente du danger, de s'affirmer un peu différemment. Et je crois que j'étais assez fière que mon fils le revendique, et va dire que chacun puisse effectivement porter les signes qu'il souhaite. Et en fait, vous nous expliquez, Delphine Horviller, dans ce livre, quelque chose qu'il est assez difficile de complètement mesurer quand on n'est pas de confession juive. Vous nous dites qu'avec cette attaque du Hamas, ces massacres du 7 octobre, la peur s'est réveillée en même temps que tous nos fantômes. Oui, là encore, c'est compliqué à expliquer. Je crois que beaucoup de juifs, de juifs français, mais de juifs à travers le monde, sont hantés par des résidus d'histoire intergénérationnelle. Le fait que on ait les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de gens qui ont eu à traverser des tragédies inimaginables et qui nous ont peut-être transmis de façon consciente ou inconsciente cette conscience de la menace, de la permanence, le retour de la haine des juifs qui n'a jamais disparu. Et ça aussi, c'est troublant. Alors j'ai beaucoup écrit sur la question de l'antisémitisme ces dernières années, mais on le voit à travers le monde, l'antisémitisme perdure. Il est là dans des sociétés, d'ailleurs, qu'il y ait des juifs ou qu'il n'y ait pas de juifs. Il y a plein de sociétés dans le monde où il n'y a plus de juifs, mais il y a encore des très forts résidus d'antisémitisme. Il y a quelque chose qui se transmet d'une menace consciente ou inconsciente, et qui s'est clairement réveillée après le 7 octobre. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils dialoguaient, un peu comme moi, avec leurs fantômes, avec la mémoire de leurs parents ou de leurs grands-parents. C'est bizarre de dialoguer avec des fantômes, mais finalement peut-être qu'on fait tous ça, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que vous faites dans ce livre, hein. Vous allez justement mener un dialogue avec quelques-uns de vos fantômes, notamment votre grand-mère, une grand-mère qui vous chantait notamment Donna Donna, mais pas la version de Claude François. Comment ça va pas? Conversation après le 7 octobre de Delphine Horviller, c'est chez Grasset. On va continuer à parler de ce livre, Delphine Horviller, dans lequel vous parlez d'une autre chanson vers laquelle vous revenez régulièrement. On l'écoute dans un instant. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill jusqu'à 11h, et ce matin, Thomas, vous recevez Delphine Horviller. Pour ce livre, Comment ça va pas? Conversation après le 7 octobre, un livre dans lequel vous parlez d'une chanson vers laquelle vous revenez souvent lorsque vous êtes en quête de sérénité. Et voilà, cette chanson pour moi, c'est une espèce de quintessence d'empathie, de conscience, de vulnérabilité.
qui est la nôtre. Vous écrivez « La modération devient mutique et la radicalité crie à plein poumon. On hurle des slogans et toutes les positions mesurées sont soudain prises en otage. » Oui, et on le voit particulièrement dans les échos de ce conflit proche-oriental. Moi, je suis terrifiée de voir à quel point les gens parlent de cette guerre comme si c'était un match de foot, comme s'ils étaient dans les gradins avec le PSG, l'OM, à hurler leur haine, à cracher sur des joueurs. Enfin, c'est totalement abject et aberrant. La simplification de façon caricaturale et manichéenne de ce conflit. S'il était aussi simple à résoudre, si c'était une formule de western avec les Indiens, les cow-boys, les gentils, les méchants, les forts, les faibles, ça fait très longtemps qu'on aurait résolu ce conflit. Si on en est là, c'est parce que précisément, c'est pas si simple et qu'il y a des douleurs d'un côté et de l'autre, et qu'il faut être capable d'empathie avec les uns et avec les autres. Et quand on n'est plus capable de voir au nom de son identité ou au nom d'une équipe qu'on défendrait la douleur et la tragédie dans laquelle se trouve l'autre, alors c'est notre humanité qui est entamée. Et depuis le 7 octobre, sur les réseaux sociaux, vous êtes, la cible d'injures, Delphine Orwiller, parce que vous évoquez publiquement l'histoire juive, l'antisémitisme, comme vous l'avez toujours fait d'ailleurs. Vous receviez déjà, j'imagine, des injures avant, mais elles sont plus nombreuses et peut-être que leur nature a changé aussi. Oui, c'est assez violent. Enfin, les réseaux sociaux le sont souvent par définition, mais effectivement, se déferlent des messages assez ignobles. Alors, je les consulte pas toujours, mais c'est intéressant quand même de les lire, de voir les confusions mentales et morales chez certains. Vous voyez, par exemple, depuis quelques jours, je parle de la question de l'antisémitisme, de la façon dont il a explosé en France, et je reçois des messages de gens qui m'écrivent, par exemple, quid de la douleur des Palestiniens. Oui, mais la douleur des Palestiniens, mais comme si je niais moi, la douleur des Palestiniens. Bien entendu que je ne nie pas la douleur des Palestiniens, ça fait des années que je parle de la nécessité de l'autodétermination, encore une fois de l'empathie nécessaire pour les uns et les autres, mais comme si, pour mon interlocuteur, le fait que des gens souffrent là-bas pouvait justifier que moi je sois menacée ici, que mes enfants ne soient pas en sécurité. Qu'est-ce qui légitime, à leurs yeux, le fait que je doive être éventuellement sous protection ou que mes enfants soient en danger parce que des gens souffrent là-bas? Enfin, c'est une aberration. C'est quelque chose de non seulement illogique, mais abject et immoral. Bien sûr. Héloïse Goin. Comment vous le vivez, ce déferlement de haine? Est-ce que c'est important pour vous de tout de même rester sur les réseaux sociaux? Oui, je considère que je veux pas m'en retirer complètement parce que évidemment que c'est une voie aujourd'hui de discussion. Vous voyez, le sous-titre de mon livre, c'est Conversation après le 7 octobre parce que je pense que plus que jamais, on a besoin de conversation. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est que bien souvent, ils créent une fausse conversation. C'est pas du tout une conversation. Vous prenez à partie un autre de la façon dont vous allez insulter quelqu'un, c'est tout sauf une conversation, parce que la définition d'une conversation, c'est que vous entrez en dialogue avec quelqu'un et que vous êtes prêt non seulement à l'écouter, mais à éventuellement changer d'avis. Et jusqu'à preuve du contraire, sur les réseaux sociaux, non seulement les gens ne changent pas d'avis, mais en fait, ils ne font que renforcer leur indubitable. On parlait des doutes il y a un instant. En fait, sur les réseaux sociaux, s'expriment souvent des gens qui n'ont aucun doute et qui sont là pour renforcer le manque de doute pour leur certitude. Ouais. Mais à la fois, il ne faut pas, je pense, abandonner ce terrain. Simplement, effectivement, il faut être capable de le prendre avec une distance maximale, tenter de le relativiser et se souvenir que c'est pas là que se joue la vraie vie, la vraie relation. En fait, tout est différent quand vous avez les gens en face de vous, qu'ils ont un corps, un nom, une histoire, une voix, une parole. Il y a quelque chose derrière lequel on s'abrite derrière un écran qui fausse tout. Et alors dans ce livre, vous donnez une explication intéressante de la différence entre racisme et antisémitisme, qu'évidemment vous combattez tous les deux, je le redis, mais vous dites que l'antisémite a des arguments publicitaires plus puissants parce qu'il donne une explication globale du monde. Expliquez-nous ça, c'est intéressant. Je décris encore une fois, alors j'utilise les termes du marketing et de l'humour pour l'expliquer, mais c'est troublant parce que quand vous êtes raciste, en fait, vous pouvez éventuellement, et c'est terrible, détester, je sais pas, telle ou telle minorité, noire, arabe, que sais-je encore, mais votre haine tient en tant que telle, elle n'explique rien au monde. Par contre, dans l'antisémitisme, et c'est très troublant, très souvent dans la rhétorique antisémite, les gens, en détestant les juifs, sont persuadés de lutter contre tel ou tel complot, la finance, les anti-vax, la bourse, la Banque mondiale. On a l'impression qu'en devenant l'ordre du monde, on a l'impression qu'en devenant antisémite, on gagne une espèce de batterie d'explication de tout ce qui vous frappe, comme s'il y avait une main aveugle qui manipulait le monde
monde et votre destinée, et que tout à coup, grâce aux Juifs, vous n'êtes plus responsable de rien, parce que finalement, tout ce qui vous arrive, c'est forcément de leur faute. C'est ça. Et vous nous dites aussi que le racisme, ça vient d'un complexe de supériorité. Voilà, on se sent supérieur aux autres, alors que l'antisémitisme, il naît plutôt de l'inverse, d'une forme de complexe d'infériorité. Oui, c'est assez troublant. Alors, entendons bien, et vous l'avez rappelé, je vous remercie, c'est pas parce que je dis ça ou que j'explique ça que je considère pas qu'il faut lutter tout autant et avec la même virulence contre le racisme et contre l'antisémitisme, qui sont des maux terribles de notre société. Mais effectivement, dans le racisme, souvent la personne se sent un peu supérieure à un autre qui n'a pas le bon accent, pas la bonne couleur, pas la bonne civilisation, que sais-je encore. Par contre, dans l'antisémitisme, il y a souvent une forme de complexe d'infériorité. On considère que le juif a quelque chose que je n'ai pas, peut quelque chose ou sait quelque chose que je ne peux pas ou que je ne sais pas. Et donc, il est mis en situation de pouvoir et de contrôle et donc de manipulation qui expliquerait mon impuissance. Et toutes ces nuances, elles sont dans ce livre de Delphine Orviller, Comment ça va pas, conversation après le 7 octobre, c'est chez Grasset. On va continuer à en parler.